Alors, on a vu les différentes parties du squelette axial, ce qui était dans la partie médiane du corps, ou la partie médiane du squelette humain. Donc là, on va voir les différentes parties du squelette appendiculaire. Ce sera un petit peu moins compliqué que les autres parties. Donc, le squelette appendiculaire, c'est ce que vous voyez ici en rose, ou ici en bleu. Le squelette appendiculaire, il est formé de 126 os qui sont divisés bien sûr en différentes régions. On les voit ici en couleur brun. Donc, tout ce qui n'est pas bleu, c'est du squelette axial. On a la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, donc ceinture scapulaire, membres supérieurs, ceinture pelvienne et les membres inférieurs. On va voir ces différents os. Il faut savoir, bien sûr, le nombre des os dans chacune de ces parties, qu'on va les voir tout de suite. Commençons avec la ceinture scapulaire que je viens de nommer en présentant la cage thoracique. Elle s'appelle ceinture scapulaire, elle peut s'appeler aussi, puisqu'on a deux ceintures, deux parties. Ceinture scapulaire ou ceinture pectorale ou ceinture des membres supérieurs. Pourquoi? Parce que cette ceinture, c'est elle qui va relier le membre supérieur ou les os des membres supérieurs au squelette axial, la cage thoracique et le squelette axial. Et la ceinture scapulaire ici, qui est la clavicule et la scapula, vont relier cet os, qui est un os du membre supérieur, à la cage thoracique, donc au squelette axial. Attention, la liaison s'effectue par la clavicule seulement, au niveau du sternum, de la cage thoracique. Donc, si vous voulez voir, donc voilà, les ceintures scapulaires qui vont relier les os des membres supérieurs au squelette axial. Attention, clavicule ou scapula ne s'articulent pas avec la colonne vertébrale. Non, c'est la clavicule qui va s'articuler au sternum, la clavicule qui s'articule au scapula, et on a la scapula qui s'articule donc à la clavicule, aussi à un os du membre supérieur. Les deux os de la ceinture scapulaire, les voilà, la clavicule et la scapula. Donc, on a au total deux clavicules, bien sûr une à droite et une à gauche, et deux scapulas, une à droite et une à gauche. La clavicule. La clavicule, donc, comme on voit ici, c'est un os lent. Il est incurvé en S. Il a la forme, plutôt il ressemble à un S. Il est horizontalement, donc il est horizontal, le voilà, on le voit clairement, entre deux extrémités, bien sûr. Il comprend un corps et deux extrémités. Des extrémités qui s'appellent extrémité acromiale, qui est l'extrémité latérale, c'est-à-dire qui est le plus vers l'extérieur, donc de ce côté-là. Et la partie extrémité sternale qui est du côté du sternum, donc la partie médiale qui est vers l'intérieur, qui est vers la ligne médiane du corps. Donc, ces deux extrémités, bien sûr, l'extrémité acromiale de la clavicule droite, et voici l'extrémité sternale de la clavicule gauche et sternale de la clavicule droite, acromiale de la clavicule droite et l'extrémité acromiale de la clavicule gauche. Donc, pourquoi extrémité sternale? On le sait maintenant, puisque c'est le point d'attache au sternum. Là. Pourquoi extrémité acromiale? Puisque c'est le point d'attache à la scapula. Donc, il y a une partie de la scapula qui va s'appeler acromion. C'est pourquoi extrémité acromiale. Donc, l'extrémité du côté de l'acromion de la scapula. N'oubliez pas, ne s'articule pas avec la colonne vertébrale. Si vous regardez bien ici, voilà.
Le colonne vertébrale, elle est là au milieu. Et si on regarde, donc, il n'y a pas de couleur rouge au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, voilà la clavicule qui s'articule avec le sternum. Sternale médiane, elle est arrondie avec le manubrium. Je dis en avant, donc dans sa partie antérieure. Pourquoi dans sa partie antérieure? J'ai l'antérieur et le postérieur. Regardez ici. Elle n'est pas toute droite, elle n'est pas horizontale et toujours dans la partie antérieure, mais elle est vers l'arrière. Donc la partie antérieure et la partie postérieure. Donc la partie antérieure, c'est cette partie-là, extrémité sternale, et la partie postérieure, c'est l'extrémité acromiale. L'extrémité acromiale, latérale, large et aplatie, s'articule avec la scapula, ou plus exactement l'acromion de la scapula en arrière. Bien sûr, ce sont des articulations mobiles parce que ce sont des articulations qui bougent. On peut bouger nos épaules. Voilà ici une figure annexe qui montre plus clairement ce que je viens de dire. Et plus exactement, la clavicule et la scapula. Voilà la figure du polycope. Donc, je me suis permis de limiter en bleu la clavicule avec sa partie extrémité sternale et extrémité acromiale. Donc, cette figure, elle est coupée en deux. On a une vue antérieure et une vue postérieure. Vous voyez, postérieurement, on ne voit pas la partie ou l'extrémité sternale du clavicule, puisque ça s'attache au manubrium du sternum, et on ne voit pas le sternum quand on regarde postérieurement. Et si vous voulez voilà, voir les côtes de la cage thoracique aux vertèbres de la cage thoracique, et plus exactement au corps vertébral. Donc le corps vertébral, il est vers l'avant dans la partie antérieure de la colonne vertébrale. Voilà la partie postérieure de la colonne vertébrale, partie thoracique ici. Et bien sûr, on voit que ces côtes ne s'attachent pas à la partie postérieure, mais à la partie antérieure. Donc voilà, clavicule avec extrémité sternale et extrémité acromiale. Et là où s'attache la clavicule, donc l'extrémité acromiale, à l'acromion, si je fais, disons, un rond ici, donc c'est-à-dire que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a entre les deux, donc il faut dire qu'il y a l'articulation claviculo-acromion, claviculo-scapulaire, pardon, ou l'articulation entre la scapula et la clavicule. Ça va aussi. On va directement maintenant pour regarder la scapula. Donc la scapula, ou son ancien nom aussi, elle est connue aussi sous le nom d'omoplate. Rafus. C'est un os large, plat et triangulaire, donc plus ou moins triangulaire. Rappelez-vous une chose et gardez-la en tête, en biologie, quand on parle d'une forme, elle n'est pas une forme à 100%. Disons que vous n'allez pas trouver une forme trigonométrique ou une forme de triangle à 100%. Non, ça va rappeler un triangle. Donc, cet os, il est supérieur au thorax, dans la partie supérieure du thorax, postérieur avec la clavicule. Rappelez-vous que la clavicule, elle s'attache dans la partie antérieure au sternum et dans sa partie postérieure à la scapula, à l'acromion de la scapula. Donc, la clavicule, elle est antérieure par rapport à la scapula et la scapula est postérieure par rapport avec la clavicule. Elle a une crête saillante. Donc, cette crête saillante, c'est l'épine scapulaire. On ne va pas la voir dans la partie antérieure. Là, on ne voit pas une épine scapulaire. Vous allez la voir quand on va la regarder par une vue postérieure. Donc là, c'est une vue antérieure. Là, c'est une vue postérieure, mais on ne la voit pas très clairement. Donc, dans la figure de votre polycope, c'est clair. On va la voir tout de suite. Son extrémité latérale, maintenant, l'extrémité latérale de la scapula, c'est l'acromion.
cette partie, bon, on ne la voit pas bien ici, donc cette partie-là. Ça, c'est l'acromion de la scapula. Et c'est pourquoi on parle de extrémité acromiale de la clavicule. Okay? Donc, c'est l'extrémité qui est proche de l'acromion de la clavicule. Voilà. Il y a aussi la cavité glénoïdale qui va recevoir la tête de l'humérus. L'humérus qui est l'os du bras, donc l'os du membre supérieur. Voilà, maintenant, regardons cette scapula toute seule. Voilà la scapula toute seule. Et là, on a scapula avec la clavicule. Là, on a la scapula toute seule. Vue antérieure, donc on ne voit pas cette épine scapulaire. On voit juste cet acromion, cette sorte de crête qui est vers l'arrière de la scapula. Voilà la vue postérieure. Donc, on voit cette épine scapulaire et qui continue avec l'acromion. Si on regarde latéralement, donc si c'est comme si on s'est mis côté là, et on regarde, on va voir cette sorte de cavité. On l'appelle cavité glénoïdale, et c'est elle qui va recevoir cet os-là, l'humérus. Donc, la cavité glénoïdale, elle est là, comme une sorte de fosse. Donc, c'est une cavité qui va recevoir la tête de l'humérus. Voilà. Donc, en revenant à la figure de votre cours, parlons maintenant de la scapula en vue antérieure. Voilà, la scapula. L'acromion, la partie postérieure, qui est postérieure, la partie postérieure de la scapula. La position de la cavité glénoïdale ici. On peut la connaître parce que c'est elle qui reçoit la tête de l'humérus. Et là, on a, bien sûr, une vue postérieure de la scapula avec l'acromion, l'épine scapulaire, bon, on l'appelle ici corps de la scapula, le reste. Et juste une petite note pour l'examen, par exemple, on peut bien sûr vous demander d'annoter ou des annotations sur cette partie-là, qui est le sternum. Tout ça, c'est le sternum. Ça, c'est le manubrium. Processus xiphoïde du sternum. Cartilage costal. Deuxième côte, troisième côte, etc. OK? Donc, on passe maintenant aux membres supérieurs. Donc, on a parlé de la ceinture scapulaire ou les ceintures scapulaires, qui est en rose, une à droite et une à gauche. Membre supérieur maintenant. Le voilà, le membre supérieur, tout seul, avec ses différents os. Donc, chaque membre supérieur va comporter 30 os, qui sont, prenons un membre à part, donc 30 dans chacun des membres supérieurs. Donc, on a 60 os pour les deux membres supérieurs. On a l'humérus, et pas clavicule et scapula ne font pas partie des membres supérieurs. Non, c'est la ceinture scapulaire. Maintenant, commençons par le membre supérieur. Un seul membre supérieur, c'est le membre supérieur droite. Pourquoi droite? Parce que je connais ici cette figure est celle d'un membre supérieur droit. Parce que je sais que j'étudie l'anatomie suivant la position anatomique de référence, ou la position standard anatomique, ou la position de Poirier, où on a la paume de la main, ou la face antérieure de la main, qui est vers l'avant. Donc, voilà, ici, c'est le membre supérieur droit. J'ai un os qui est l'humérus. Donc, c'est la partie la plus supérieure. Et aussi, c'est la partie
j'utilise maintenant un terme qu'on a étudié durant le premier chapitre, l'humérus est l'os proximal et plus proximal des autres os du membre supérieur. Plus proximal, c'est-à-dire qu'il est plus proche de là où le membre s'attache au squelette axial. Donc, la clavicule, c'est la partie qui va attacher, ou disons, la ceinture scapulaire, plus exactement. C'est cette ceinture scapulaire droite qui va attacher le membre supérieur droit au squelette axial, bien sûr, au niveau de la cage thoracique. Exactement au niveau du sternum, clavicule qui s'attache au sternum. Donc, comme l'humérus, il est plus proche au point d'attache, donc il est plus proximal que le radius. Les os des carpes sont plus proximaux que les os des phalanges. Ok, donc voilà, on a un humérus, un radius et un. Là, c'est le bras, l'os du bras. L'avant-bras est formé par ces deux os, le radius et l'ulna, avec ce ligament interosseux qui va les relier aussi. Le carpe, ou les os du carpe qui vont former le poignet, les os du métacarpe, différents os du métacarpe en nombre de 5 bien sûr, qui vont former la paume de la main. Les doigts sont formés par les os des phalanges en nombre de 14. 12, on a 2 ici, donc le pouce il a seulement 2 os, 2 phalanges, à 14. Les os des carpes sont en nombre de 5, 1, 2, 3, 4, 5 métacarpes. Les os du carpe sont en nombre de 8 disposés en 2 rangées, 4 et 4. Ensuite, on a le poignet, donc voilà, les os du carpe. Radius et ulna qui vont former l'avant-bras et l'humérus qui va former le bras. Donc, regardons l'humérus qui est l'os du bras. Une vue antérieure et une vue postérieure. Donc, de quoi il est formé? C'est l'os le plus long et le plus large du membre supérieur, pas du corps. L'os le plus long du corps sera au niveau du membre inférieur. On le verra dans la suite. Donc là, l'humérus. L'humérus qui est l'os le plus long du membre supérieur. Il faut faire attention. Il a son extrémité proximale, donc l'extrémité qui est la plus proche au squelette axial. De ce côté-là, donc, on parle. Il s'articule avec la scapula. On a bien parlé au niveau de la cavité glénoïdale. La cavité glénoïdale de la scapula avec sa tête, la tête de l'humérus. Extrémité distale, donc cette extrémité-là qui est la plus loin de donc, là, donc, au niveau du coude, c'est-à-dire, il s'articule avec latéralement, donc la partie la plus loin, la plus externe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit capitulum de l'humérus, cette partie-là, il faut la savoir, c'est le capitulum de l'humérus, c'est un petit peu la tête, une bosse, une sorte de bosse de l'humérus, qui est arrondie, qui va s'articuler avec le radius. Et sa partie médiale, trochlée de l'humérus, il faut connaître aussi cette nomination. Donc là, l'os de l'humérus, tout ce qui est en rouge, ça appartient à l'os de l'humérus, ou à l'humérus, pardon. Donc, on a vu son extrémité proximale qui s'articule avec la scapula au niveau de la cavité glénoïdale. L'extrémité distale de l'humérus va s'articuler du côté latéral avec le radius et du côté médial, donc au niveau de la trochlée de l'humérus, il va s'articuler avec l'ulna. Voilà.
vue antérieure. Une vue postérieure va nous montrer cette fosse-là, une fosse qu'on appelle fosse olecrânienne. C'est une sorte de fosse ou cuvette qui est dans la partie postérieure de l'os, donc à l'arrière de l'os, qui va recevoir l'ulna, une partie de l'ulna. Et cette partie de l'ulna, elle s'appelle olecrâne. Face olecrânienne. Ici, c'est, disons, un exemple d'une question. Donc, peut-être on va vous dire que la face olecrânienne, elle fait partie de l'olecrâne. Ce n'est pas de l'ulna, c'est faux. La fosse olecrânienne fait partie de l'humérus et c'est une sorte de cuvette qui va recevoir l'olecrâne de l'ulna. Donc, l'olecrâne fait partie de l'ulna, c'est une structure de l'ulna. Par contre, la fosse olecrânienne, c'est une structure de l'humérus. Attention. Bien sûr, lorsque le bras il est droit, donc lorsque le bras il est tendu, il est tout droit, on a la fosse olecrânienne qui va recevoir l'olecrâne. Voilà ici, donc la même chose que je viens de dire, donc la même figure, mais elle est un peu plus grande pour que vous la voyez plus clairement. Et les différentes parties de l'humérus. Bien sûr, ça c'est la clavicule. La partie acromiale ou l'extrémité acromiale de la clavicule et l'extrémité sternale. De ce côté-là, il y aura le sternum. N'oubliez pas. On continue, l'ulna. L'ulna qui est située sur le côté médial de l'avant-bras. Donc côté médial et côté latéral. Ça c'est le côté latéral vers l'extérieur et ça c'est le côté médial. Attention, si j'ai une vue postérieure, ça va rester toujours côté latéral et côté médial. OK? Vous vous rappelez bien. Donc, quand on voit la fosse olecrânienne, on est sûr qu'on est en position, qu'on est en vue postérieure, parce que cette fosse olecrânienne, elle se situe sur l'humérus et dans sa partie postérieure. Donc, l'ulna au cubitus c'est l'ancien nom, donc il faut mémoriser ulna. Elle se situe sur le côté médial de l'avant-bras. Voilà, l'ulna qui est en vert, et tout ce qui appartient à l'ulna, il est en vert, ok? Le côté médial de l'avant-bras, donc du côté du petit doigt, voilà le côté du petit doigt, voilà le côté du pouce. Le pouce, il est dans le côté ou au côté latéral de la main aussi. À l'extrémité proximale, voilà l'extrémité proximale de l'ulna, on a l'olecrâne, voilà, qu'on vient de nommer. Et la partie volumineuse ou le processus volumineux osseux à la pointe du coude, vous pouvez le toucher, votre coude et vous allez le sentir. On a aussi dans la partie distale de l'ulna, on a le processus styloïde de l'ulna, ce petit processus de l'ulna qui est là. On a aussi le processus styloïde du radius de ce côté-là, donc il est latéral. Je vais en parler dans la suite. Le radius, bien sûr, toujours au niveau de l'avant-bras, c'est la partie latérale ou l'os latéral de l'avant-bras. Côté du pouce. Extrémité proximale, on a tête du radius. Le tête du radius qui va s'articuler avec, bien sûr, l'humérus et avec l'ulna. Par contre, l'extrémité distale, elle s'articule avec trois os. Avec du carpe, avec trois os du carpe, pardon, sur la face latérale, qui sont présentes dans le carpe, bien sûr, trois os du poignet. Donc, le radius va s'articuler avec trois os du poignet, et on a le processus styloïde au niveau du poignet, sur sa face latérale. Faisons donc attention. L'extrémité proximale de l'ulna qui s'articule avec
l'humérus, l'extrémité distale, elle ne s'articule pas, juste avec le radius. Et on a le radius qui va s'articuler dans sa partie proximale avec l'humérus et avec l'ulna. Et à son extrémité distale, il va s'articuler avec 3 os. Donc, 2 os dans sa partie proximale et 3 os dans sa partie distale, qui est dans les 3 os du poignet. Les os de la main. Les os de la main sont au nombre de 27. La main, elle est répartie en 3 groupes. On la voit ici en bleu. Et je vous ai mis ici les 3 parties. Première partie, deuxième partie et troisième partie qui est en bleu. Voilà, ici vous avez l'ulna et ici vous avez le radius. Et là, cette partie-là, c'est le poignet ou les os du carpe, les os du métacarpe qui forment la paume de la main et les phalanges qui vont former les doigts. Donc on a le carpe, 8 os cubiques qui sont mis en 2 rangées, le métacarpe, 5 os, et les phalanges, 14 os. On a 3 os des phalanges pour chacun des doigts, 3 phalanges donc, pour chacun des doigts, et 2 pour le pouce. Et doigt autre que le pouce, donc forme 12, et 2 ici, 14. Le carpe ou le carpe qui est formé par des os, les os du poignet, on a 8 os cubiques reliés qui sont par des ligaments et disposés donc en 2 rangées transversales, formées de 4 os chacun, où chacune des rangées est formée de 4 os. Le métacarpe, donc, qui forme les os de la main. Attention en numérotation. On commence la numérotation du côté de la pouce, du pouce, pardon. Donc, du côté le plus latéral, en position anatomique standard, bien sûr. 5 longs os métacarpiens, les os métacarpiens. En commençant la numérotation de 1 jusqu'à 5. Attention, les os du métacarpe, ou ces os au niveau de la main, leur numérotation, elle est différente des os du pied. Disons qu'on commence toujours la numérotation du pouce, donc le pouce c'est le numéro 1, même en parlant des os du métacarpe, et au niveau du pied, on commence toujours la numérotation au niveau de l'orteil. Donc, au niveau de la main, on va commencer du côté latéral. Au niveau des pieds, comme l'orteil il est dans la partie médiale du pied, donc on commence la numérotation du côté médial. Donc là, revenons à la main, ou plus exactement aux os du métacarpe. Il faut juste connaître que ces os du métacarpe sont au nombre de 5. Ce sont des os longs et on commence la numérotation du côté latéral, donc du côté le plus externe, c'est-à-dire au niveau du pouce. Voilà, les métacarpes qui forment la paume de la main. Les phalanges d'une main qui vont former les os des doigts. Et bien sûr, c'est la région distale, la région la plus loin de la main. 14 os qui vont former les doigts, numérotés de 1 à 5. Chaque phalange peut être à une position. Donc, si on prend une phalange, là, on a une phalange, une deuxième phalange et une troisième phalange. Chaque phalange, on a la base qui est la plus proximale, la partie intermédiaire, qui est le corps, et la partie distale, qui est la tête de la phalange. Donc, si on parle de cette phalange-là aussi, on a la base de la phalange, le corps de la phalange et la tête de la phalange, ou la partie proximale de la phalange, la partie distale de la partie intermédiaire de la phalange et la partie distale de la phalange. Et on peut les nommer phalange, phalangine et phalangette. Ok, donc il y a plusieurs nominations. Faisons juste attention
que chacun des doigts est formé de 3 phalanges. 1, 2, 3. Donc les doigts de la main commencent d'ici. Hein. Le doigt, il commence là. Une phalange, une deuxième phalange, une troisième phalange. Et donc chacun des doigts est formé de 3 phalanges, à l'exception du pouce qui est formé de 2 phalanges. Et on a phalange, phalangine, phalangette. Donc au niveau du pouce, on a phalange et phalangette seulement. C'est une autre figure. Vous n'êtes pas bien sûr responsable du nom de ces os. Les os du carpe, que ce sont les os carpiens ou les os du carpe. Les os du métacarpe sont les os métacarpiens. Juste, on doit savoir comment les numéroter. Et les phalanges, on doit savoir comment les numéroter, en faisant attention qu'on a la phalange proximale, ou la phalange moyenne ou la phalangine, et la phalange distale ou la phalangette. OK? Donc, par exemple, voilà, prenons cet exemple-là. Retournons à cet exemple-là. Si je vous dis quelle est la deuxième phalange distale. Donc, deuxième, voilà, 1, 2. La deuxième, donc c'est à ce niveau-là. Phalange distale. Ça, c'est la phalange proximale et ça, c'est la phalange distale. OK? La phalange intermédiaire, c'est celle-là. Quelle est la première phalange intermédiaire? Bon, phalange intermédiaire, donc au niveau du pouce. Mais bon, on ne peut pas parler de phalange intermédiaire au niveau de la pouce. On a ou phalange proximale ou phalange distale. Il n'y a pas cette troisième partie qui est au milieu. OK? C'est juste un exemple. Bon, on continue avec le squelette appendiculaire. Donc là, on a bien parlé de la ceinture scapulaire relie le membre ou les membres supérieurs au squelette axial. Il y a aussi une partie qui va relier les membres inférieurs au squelette axial, c'est la ceinture pelvienne. Donc,